Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est pour moi très impressionnant de pouvoir être présente ce soir ici pour cette journée mondiale pour la lutte contre la traite des êtres humains. Mesdames et messieurs, Monsieur Dario Lutschmaya, adjoint au maire de Nice, représentant Monsieur Éric Ciotti, maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Madame Zara Boutayeb, adjointe au maire de Nice, déléguée aux droits des femmes, présidente de l'école de la deuxième chance, Nice-Côte d'Azur, Monsieur Bernard, conseiller municipal et métropolitain, subdélégué au Centre universitaire méditerranéen et à l'énergie, Monsieur Sauveur-Assous, subdélégué à l'aide aux victimes, au devoir de mémoire et à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, ainsi qu'au jumelage Nice-Natalia. Madame Marinette Astier-Marcy, conseillère municipale et métropolitaine, subdéléguée à la proximité du quotidien. Monsieur Jendel Yassen, conseiller municipal, délégué à l'UNESCO au patrimoine historique, à l'archéologie et au mécénat, conseiller métropolitain. Madame Lala Chama Benmoulaye Ali Alaoui, conseillère municipale aux actions humanitaires, mairie de Nice, conseillère métropolitaine. Madame Bérangère de Charmassé, adjointe au maire de Nice, déléguée au culte, à l'enseignement privé, adjointe de territoire, colline niçoise, conseillère municipale. Monsieur Kirkor Adjahanian, président école et centre culturel Barsanian, vice-président du conseil de coordination des organisations arméniennes de la Côte d'Azur. Monsieur le professeur Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, pionnier de la résilience, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des institutions, des organisations internationales, des associations, du monde universitaire, culturel et de la société civile, chers amis. Comme je vous le disais, c'est avec une grande émotion et surtout une grande responsabilité que je vous accueille aujourd'hui au Centre universitaire méditerranéen de Nice à l'occasion de cette journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains. Nous sommes réunis dans un lieu profondément symbolique, dans cette ville de Nice qui depuis des siècles incarne le dialogue entre les cultures, l'ouverture sur le monde et la rencontre entre les peuples. Située au cœur de la Méditerranée, au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient, Nice occupe une place privilégiée dans cet espace de rencontre et d'échange entre les cultures. Par son histoire, son ouverture sur le monde et son rayonnement international, elle constitue une plateforme naturelle pour favoriser le dialogue, la coopération et le partage des expériences autour des grands enjeux humains qui traversent notre époque. La Méditerranée, riche de ses liens entre les peuples et les civilisations, nous rappelle combien nos histoires sont intimement liées. Elle nous invite à renforcer les échanges, à mieux les comprendre, et à mieux comprendre les réalités de chacun et à unir nos forces pour promouvoir partout la dignité, la protection et le respect des droits fondamentaux. La traite des êtres humains constitue l'une des violations les plus graves des droits fondamentaux. Elle transforme des femmes, des hommes et des enfants en objets d'exploitation, leur retire la liberté et porte atteinte à ce qui fait le fondement même de notre humanité, la reconnaissance de chaque personne dans sa dignité. Cette journée mondiale n'est donc pas seulement un temps de sensibilisation, elle est un appel à la conscience, à la mobilisation et à l'action. Elle nous invite à regarder ce qui demeure parfois caché, à écouter celles et ceux dont la voix a été réduite au silence et à agir ensemble pour que les victimes ne soient jamais condamnées à l'invisibilité. Permettez-moi à cet instant d'évoquer celui qui a profondément marqué mon parcours intellectuel et humain,
et Elie Wiesel. Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, survivant de la Shoah, fut mon directeur de thèse pendant 7 ans. À ses côtés, j'ai compris que la paix ne se construisait pas uniquement par les institutions, par des conventions, même par des accords internationaux. Elle repose d'abord sur une exigence morale. Notre capacité à reconnaître l'autre, à refuser l'indifférence et à défendre la dignité humaine lorsque celle-ci est menacée. Son enseignement résonne aujourd'hui avec une force particulière face au drame de la traite des êtres humains, car ce crime prospère souvent dans les zones d'ombre, là où les victimes ne sont pas vues, là où les souffrances sont ignorées, là où le silence laisse place à l'impunité. C'est pourquoi notre présence aujourd'hui revêt un sens essentiel. Nous sommes ici pour rendre visibles les invisibles. Depuis l'adoption du protocole de Palerme par les Nations Unies en 2000, la communauté internationale dispose d'un cadre commun pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, protéger les victimes et poursuivre les responsables. La traite désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace, la contrainte, la tromperie ou l'abus d'une situation de vulnérabilité à des fins d'exploitation. Elle prend des formes multiples: exploitation sexuelle, travail forcé, servitude domestique, mendicité forcée, criminalité contrainte ou encore exploitation des personnes vulnérables. Derrière chaque chiffre se trouve une histoire humaine. Les estimations internationales font état de dizaines de millions de personnes victimes d'esclavage moderne dans le monde. Et aucun chiffre ne pourra jamais exprimer pleinement les traumatismes vécus, les libertés confisquées et les chemins difficiles de reconstruction. C'est pourquoi notre réponse doit être globale. Elle doit associer la justice, la protection sociale, l'éducation, la culture et la coopération internationale. Depuis 2012, j'ai l'honneur d'être nommée à l'UNESCO artiste pour la paix au sein du pôle des ambassadeurs de bonne volonté. À travers cette mission, je porte une conviction profonde. La paix se construit aussi par l'éducation, la culture et la transmission des valeurs universelles qui fondent notre humanité commune. L'UNESCO joue un rôle essentiel pour la prévention des violences et des vulnérabilités qui peuvent favoriser l'exploitation des êtres humains. Par ses programmes en faveur de l'éducation pour tous, de l'égalité entre les femmes et les hommes, du dialogue interculturel et de la lutte contre la discrimination, l'organisation contribue à renforcer des sociétés inclusives et résilientes. La lutte contre la traite des êtres humains s'inscrit pleinement dans cette mission. Donner à chaque individu les moyens de connaître ses droits, de développer son autonomie, de vivre librement et d'être reconnu dans sa pleine dignité. L'UNESCO agit également en coopération avec les États, les institutions internationales, les chercheurs, les associations et la société civile afin de promouvoir une approche fondée sur les droits humains, la prévention et la protection des personnes les plus vulnérables. Dans cette continuité, je dirige chaque année le Forum international Femina Vox, forum organisé le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ainsi que le Forum international World Art Day, célébré chaque 15 avril pour la Journée mondiale de l'art et la dignité humaine. Ces rendez-vous témoignent d'une conviction qui guide mon engagement. L'art n'est pas seulement un langage de beauté, il est aussi un langage de résistance, de réparation et de transformation. Depuis plus de 15 ans, j'exerce également comme art thérapeute auprès de personnes confrontées à des traumatismes profonds, notamment des victimes de la traite des êtres humains souffrant de syndrome de stress post-traumatique. J'ai appris auprès d'elles que lorsque les mots ne suffisent plus, la création peut devenir un espace de renaissance. Elle permet parfois de retrouver une voix, une confiance, une identité et la possibilité de reconstruire son avenir. C'est dans cette perspective que j'ai eu le privilège de rencontrer le professeur Boris Cyrulnik, dont les travaux sur la résilience ont profondément renouvelé notre compréhension de la reconstruction après les blessures de la vie. Cher professeur, votre présence aujourd'hui,
Votre participation à cette journée représente pour nous un immense honneur. Elle nous rappelle qu'après les traumatismes les plus profonds, peut exister un chemin de renaissance lorsque l'être humain retrouve autour de lui un environnement de confiance, de solidarité et d'espérance. Mon engagement se poursuit également au travers de l'initiative Femina Pax, initiative internationale qui œuvre pour une représentation d'un quota de 30% de femmes dans les espaces de négociation auprès de l'ONU. J'ai ainsi pu créer des ateliers de négociation de femmes diplomates et issues de la société civile qui sont issues de pays ennemis. Ces femmes discutent pour essayer de pouvoir créer un nouveau chemin vers la paix. Car aucune paix durable ne peut être construite sans la pleine participation de tous et des femmes. Défendre leur place, protéger leurs droits et faire entendre leur voix, c'est contribuer à bâtir une société plus juste et plus humaine. Le programme de cette soirée reflète pleinement cette ambition. Nous aurons d'abord le privilège d'un échange avec le professeur Boris Cyrulnik autour de la résilience, cette capacité profondément humaine à se reconstruire après les épreuves, à retrouver un chemin d'espérance malgré les blessures du passé, ainsi qu'autour de son dernier ouvrage, Le saccage du petit bonheur, dans lequel il nous invite à réfléchir aux fragilités de notre société, à la préservation des liens humains et à la nécessité de retrouver une attention renouvelée aux autres. Nous poursuivrons avec une table ronde consacrée à la lutte contre la traite des êtres humains réunissant Madame Maria Ramos, présidente de l'association Racine du Cap-Vert à Nice depuis 2011, ainsi que Madame Sosie de Brito, professionnelle de l'hôtellerie et ancienne victime de la traite des êtres humains. Son témoignage nous rappellera que derrière chaque victime existe une personne capable de se reconstruire lorsque la société lui offre écoute, accompagnement et reconnaissance. Nous conclurons cette rencontre par la projection du court-métrage Women on Board, un court-métrage sur lequel je travaille depuis 2 ans. Cette œuvre témoigne de la puissance de l'art pour révéler les réalités invisibles, ouvrir le dialogue et accompagner les chemins de liberté et de reconstruction. Nous aurons la chance ce soir d'avoir parmi nous la réalisatrice Aurélia Cazan. Mesdames et messieurs, je souhaite adresser mes plus sincères remerciements à la ville de Nice, à Monsieur le maire, Éric Ciotti, représenté aujourd'hui par M. Dario Buchmaya, pour son accueil et son engagement en faveur des droits humains. Mes remerciements vont également à Mme Sarah Boutayeb pour son soutien fidèle aux actions en faveur des droits des femmes. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à M. Kirkor Alderanian, président de l'école et centre culturel Barsanian, vice-président du conseil de coordination des organisations arméniennes de la Côte d'Azur, dont le partenariat et l'engagement ont été essentiels dans l'organisation de cette rencontre. Je salue également toutes celles et ceux qui nous accompagnent aujourd'hui, Aurélia Cazan qui a fait le déplacement, Mathilde Diouf pour son engagement constant pour les droits des femmes, Daisy Keta, cette grande militante à mes côtés, Nathalie Siran, chef de projet à la direction des relations internationales Nice-Côte d'Azur, ainsi que vous tous, l'ensemble des représentants du monde associatif, culturel, universitaire et institutionnel présents parmi vous. Merci à chacune, à chacun d'entre vous pour votre présence, votre confiance, votre engagement. Et avant de céder la parole à M. Kirkor Alderanian, je souhaite conclure avec les mots d'Elie Wiesel, qui demeure plus que jamais un appel à notre responsabilité collective. Elie Wiesel disait que le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. Alors faisons en sorte que cette soirée soit une victoire sur l'indifférence, car chaque fois que nous choisissons de voir, d'écouter et d'agir, nous redonnons à une personne sa dignité et nous faisons progresser notre humanité tout entière. Merci. Mesdames et messieurs, M. Kirkor Alderanian, président école du Centre culturel Barsanian et vice-président du Conseil de coordination des organisations arméniennes de la Côte d'Azur. Madame l'ambassadrice auprès de l'UNESCO, chère Gila Jesus, Mesdames, Messieurs les élus, je voulais particulièrement préciser
ici la présence d'une personne qui nous est très très chère, qui a contribué beaucoup pendant de longues années au niveau de l'industrialisation à travers le monde, à travers l'UNIDO, Madame Arshadouchik Navorian, qui a été la ancienne secrétaire générale de l'UNIDO, l'Organisation de développement économique et industriel des Nations Unies. Je voulais vraiment elle est de passage à Nice et elle a tenu à présent aujourd'hui auprès de vous. Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom du Conseil de coordination des organisations aériennes de la Côte d'Azur, je suis très heureux de vous accueillir ce soir à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement M. le maire de Nice, Éric Ciotti, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, le Centre universitaire méditerranéen, ainsi que tous les partenaires qui ont rendu cette rencontre possible. Votre présence témoigne de notre volonté commune de ne jamais rester indifférent face à l'une des plus graves atteintes à la dignité humaine. Nous sommes également profondément honorés de la participation du professeur Boris Cyrulnik, dont les travaux sur la résilience nous rappellent qu'au-delà des blessures les plus profondes, il existe toujours un chemin vers la reconstruction, à condition que la société sache écouter, protéger et accompagner les victimes. La traite des êtres humains est l'une des formes les plus insupportables de violence. Il faut avoir le courage de la nommer pour ce qu'elle est, une forme d'esclavage moderne. Derrière ces mots se cachent des femmes, des hommes et des enfants réduits à l'état de marchandises. Leur liberté est confisquée, leur dignité bafouée, leur avenir souvent brisé. Pour les organisations arméniennes, cette question résonne avec une sensibilité toute particulière. Notre histoire nous a appris ce que signifiait la violence. L'exil, les persécutions et le silence imposé aux victimes. Mais elle nous a aussi transmis une conviction profonde, celle que la mémoire n'a de sens que si elle nourrit la solidarité et l'engagement envers tous ceux dont les droits fondamentaux sont aujourd'hui menacés, quelle que soit leur origine, leur culture et leur histoire. Ce soir, nous avons choisi de donner toute sa place à l'art, parce qu'il possède cette capacité unique de toucher les consciences là où les discours atteignent parfois leurs limites. Nous allons découvrir en avant-première Woman on Rock, le court-métrage de Gila Clavakessus, artiste de l'UNESCO pour la paix, réalisé par Aurélia Kazan et produit par Ken Tan Nat. Et à travers cette œuvre, l'art devient un langage universel qui dénonce l'oppression, rend leur voix aux victimes et nous invite à ne jamais détourner le regard. Son message est aussi simple que puissant. Quand les femmes s'élèvent, l'humanité progresse. Cette phrase nous rappelle que protéger les femmes, leur rendre leur liberté, leurs droits et leur dignité, c'est ne pas seulement réparer des vies, c'est construire une société plus juste, plus forte et plus humaine. Mais cette responsabilité ne repose pas uniquement sur les institutions.
Elle appartient aussi à chacun d'entre nous, la société civile. Les réseaux criminels prospèrent dans le silence et l'indifférence. À l'inverse, la vigilance, la solidarité et l'engagement citoyen sont les premiers remparts contre l'exploitation humaine. La dignité humaine n'est jamais définitivement acquise, elle se défend chaque jour. Alors, faisons de cette soirée un véritable engagement collectif. Que chacun devienne un ambassadeur de cette cause dans sa famille, dans son métier, dans son association, dans son quotidien. C'est ensemble que nous pourrons prévenir, protéger, dénoncer et agir. Je souhaite enfin adresser nos plus sincères remerciements à Gila Clara Jesus, chère Gila, à travers votre engagement inlassable pour la paix, les droits humains et la dignité des femmes, vous démontrez que l'art est bien plus qu'une forme d'expression. Il est une force qui éclaire les consciences, rassemble les peuples et donne le courage d'agir. Merci d'avoir porté ce projet avec autant de conviction, de générosité et d'espérance. Je terminerai par ces quelques mots. Face à ceux qui exploitent la vulnérabilité humaine, opposons notre solidarité. Face au silence, faisons entendre nos voix. Face à l'indifférence, choisissons l'engagement. Car lorsque nous défendons la dignité d'un seul être humain, c'est notre humanité tout entière que nous faisons grandir. Je vous remercie et vous souhaite une très belle soirée. Merci pour ces paroles qui sont tellement inspirantes, cher Kirkor. La parole est à présent à l'association. J'aimerais pouvoir donner la parole à Madame Zineb Doulfikar pour qu'elle puisse nous parler de son engagement en tant qu'activiste, à la fois sur le droit des femmes, mais également sur la question de la dignité humaine. Elle a créé l'association Les Chibani 06 contre les violences qui sont faites. Merci d'être présente. C'est important de comprendre le maillage que forment les associations aujourd'hui et le travail sur le terrain. On ne pourrait pas parler de journée mondiale sans ces activistes. Je vous demande d'applaudir Madame Zineb Doulfikar. Bonsoir. Donc, je vais plutôt vous parler de choses de terrain, plus que de la théorie. J'étais assistante sociale pendant 45 ans et j'ai créé 2 associations, l'une contre les violences faites aux femmes et l'autre les Chibani 06. Les Chibani, ce sont les personnes âgées qui ont immigré économiquement à partir des années 30 d'ailleurs, et ensuite les Maghrébins après les guerres, la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc lorsque l'on parle de la traite des êtres humains, on évoque souvent des chiffres, des réseaux criminels ou des textes de loi. Tout cela est indispensable, bien sûr, mais pour ma part, je pense d'abord à des visages. Depuis près de 50 ans, à travers mes engagements associatifs et mon métier d'assistante sociale, j'ai rencontré des enfants, des femmes et des hommes dont la vie avait été brisée par la violence. L'exploitation et l'exploitation qui créait une profonde vulnérabilité. Très tôt dans ma formation, j'ai découvert le travail de terrain auprès de femmes en situation de prostitution, puisque mon premier stage lorsque j'ai commencé mes études a été au NI, le NI qui est une association qui travaille sur l'insertion des prostituées à Saint-Denis dans le 93. Donc, très tôt dans ma formation, j'ai découvert ce travail de terrain. Plus tard, j'ai accompagné des victimes de violences, puis d'autres personnes oubliées de notre société, comme les Chibani, les anciens.
Shivani, ça veut dire chevalerie, pour les anciens travailleurs immigrés qui peinaient à faire reconnaître leurs droits après une vie de labeur. Chaque rencontre m'a appris une même leçon. Avant d'aider quelqu'un, il faut commencer par l'écouter, l'entendre aussi. J'ai passé des milliers d'heures à écouter sans juger, écouter pour comprendre, écouter pour reconstruire avec chaque personne un chemin possible vers la liberté et la dignité. C'est pourquoi la traite des êtres humains n'est pas, à mes yeux, seulement une question de droit ou de sécurité. C'est d'abord une question d'humanité. Chaque fois qu'une personne est réduite à un objet, à un marchandise, ou à une source de profit, c'est notre humanité commune qui est atteinte. Les lois sont nécessaires, elles protègent et elles sanctionnent, mais aucune loi ne remplacera jamais notre capacité à voir l'autre, à lui tendre la main et à croire qu'il peut reconstruire sa vie. Je terminerai par cette conviction qui a toujours guidé ma vie, continue à la guider. Les visages changent, les époques changent, les formes d'exploitation changent, mais notre devoir reste le même, défendre inlassablement et toujours la dignité humaine. Merci. Merci, chère Madame Picard, pour votre engagement. Je vais à présent appeler Monsieur le représentant du maire, Monsieur Eric Ciotti. Je voudrais ainsi inviter Monsieur Dario Buchmaya, adjoint au maire de Nice, pour venir prendre la parole pour clôturer cette introduction. Monsieur. Mesdames et messieurs, Madame l'ambassadrice de l'UNESCO, chère Gila Clara Kessous, Monsieur le vice-président des coordinations des associations arméniennes de la Côte d'Azur, Mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues qui sont en nombre aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes très très impliqués sur ce sujet, je vous en remercie. Mesdames et messieurs les représentants des associations, des institutions, chers invités, chers amis, c'est un honneur et une sincère émotion de vous accueillir ce soir au nom de Monsieur le maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Monsieur Eric Ciotti, dans ce cadre magnifique du Centre universitaire méditerranéen, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains. Je voulais aussi vous apporter les salutations les plus cordiales de ma collègue Sarah Boutayeb, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui m'a demandé de vous transmettre ses amitiés. Je tiens aussi à remercier les partenaires d'exception qui ont été initiés ce soir, consacrés à la lutte collective contre l'oppression. Il y a Moustip qui se balade. Je tenais aussi à remercier, à saluer mon amie Zénep Ficard. On se connaît depuis des décennies maintenant. Et c'est une femme qui n'a jamais ménagé son temps pour la lutte contre les inégalités, la protection des femmes, et j'en passe, parce que vous avez beaucoup de charme. Le Conseil des coordinations des organisations arméniennes de la Côte d'Azur, engagé sans relâche en faveur de la mémoire des droits humains et de la solidarité. Madame Gila Clara Kessous, vous êtes une artiste, ambassadrice de l'UNESCO pour la paix, dont la créativité et le combat humaniste nous unissent ce soir. L'équipe, je remercie également l'équipe du Centre universitaire méditerranéen de Nice, qui nous accueille dans cet écrin de prestige, symbole du lien inaliénable entre Nice et la Méditerranée. C'est également un immense honneur d'accueillir M. Boris Céphine, neuropsychiatre et véritable pionnier de la résilience, qui a consacré sa vie et ses travaux à éclairer la capacité de l'être humain à se reconstruire. Son engagement indéfectible auprès des victimes nous rappelle avec force que même face aux plus sombres épreuves, la réparation et la renaissance sont toujours possibles.
La Journée internationale de la lutte contre la traite des êtres humains, célébrée chaque année le 30 juillet, a été créée pour sensibiliser le public à cette forme moderne d'esclavage qui touche des millions de personnes dans le monde. Elle vise à mobiliser les gouvernements ainsi que la société civile pour renforcer la prévention, protéger les victimes et bien sûr, in fine, poursuivre les trafiquants. Instaurée par l'ONU, cette journée internationale est cruciale pour sortir de l'ombre les victimes d'exploitation humaine sous toutes ses formes, bien sûr le travail forcé, l'exploitation sexuelle, le recrutement forcé. C'est aussi un levier que nous devons tous nous approprier pour exiger une meilleure identification et une prise en charge digne des survivants à l'échelle internationale et un rendez-vous mondial incontournable pour rappeler que la dignité et la liberté de chaque être humain doivent être le plus important pour nous. Chère Madame l'ambassadrice auprès de l'UNESCO, à travers votre court-métrage que j'ai visionné, le pitch, Women on Road, vous incarnez ce combat contre l'entrave et l'emprise subie. Votre œuvre artistique sous-tend cette lutte résiliente pour la dignité face aux violences et aux libertés bafouées. Cette création nous rappelle l'importance cardinale de ce combat sur tous les fronts de notre territoire, du sol européen jusqu'à l'Afghanistan, et tant d'autres contrées encore frappées par la guerre ou la misère, où les femmes sont les premières victimes des réseaux de la traite et de l'asservissement. Il ne s'agit plus seulement de montrer, mais d'agir et de s'engager pour briser l'échelle de l'exploitation. Car rappelons-nous, parler de la traite des êtres humains, c'est refuser de fermer les yeux sur ce qu'il faut nommer clairement l'esclavage moderne. Derrière ces termes se cachent des réalités d'une brutalité inouïe. L'exploitation sexuelle qui frappe en très grande majorité des femmes et des jeunes filles piégées par la misère ou la contrainte. Nous avons également l'exploitation des jeunes hommes en Inde. Le travail forcé et la servitude domestique où des personnes sont privées de leurs papiers, de leur liberté de mouvement et leurs droits le plus élémentaire. La mendicité forcée, le trafic d'organes et la criminalité contrainte qui touchent les plus fragiles, y compris les enfants. L'exemple, en Inde, on en trouve énormément. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'associations en Inde qu'on s'est fait. Ces crimes génèrent des milliards d'euros de bénéfices, de profits illicites, au détriment des vies brisées et de traumatismes profonds. Face à cette réalité, la ville de Nice prend sa part de ce combat en faisant le choix fort de la prévention, de l'action directe, en développant des infrastructures pionnières pour écouter, protéger et accompagner les victimes de violences et de détresse. Depuis 2015, la Maison pour l'accueil des victimes offre à toute personne confrontée à des traumatismes ou des infractions violentes un accompagnement gratuit, confidentiel et personnalisé. Cet accompagnement s'appuie sur un maillage territorial solide avec notamment la Maison des femmes des Alpes-Maritimes au CHU de Nice, ainsi que des hébergements d'urgence spécialisés tels que Passerelle, au Renouvelle, offrant des solutions concrètes pour mettre les femmes et leurs enfants victimes de violences ou d'exploitation à l'abri. Protéger, c'est aussi éduquer et intervenir en amont. C'est pourquoi notre ville déploie une politique ambitieuse auprès du réseau éducatif pour préserver notre jeunesse face au réseau de traite, d'exploitation et de harcèlement. Des actions de sensibilisation en milieu scolaire permettent aux jeunes de mieux connaître les droits fondamentaux d'égalité filles-garçons
et la vigilance face au piège du recrutement des réseaux proxénètes et criminels. Des espaces municipaux d'écoute et de prévention offrent un soutien psychologique et une écoute bienveillante aux adolescents les plus vulnérables. Les numéros d'urgence et les actions de médiation visent à offrir à nos jeunes un environnement sûr, protecteur contre le harcèlement et les violences. Mais n'oublions pas que la traite des êtres humains ne connaît pas de frontières. Les crises géopolitiques, les déplacements forcés et la précarité mondiale alimentent les réseaux des trafiquants. Face à cette mondialisation des menaces, en tant que grande métropole internationale, notre responsabilité est de soutenir les initiatives de justice et d'intégrité humaine. Les dispositifs municipaux, la justice, les institutions sont indispensables, mais ils ont besoin du relais de la vigilance citoyenne, c'est-à-dire de la vigilance de tous. La traite et les violences se nourrissent du silence et de l'isolement. Chaque citoyen, en sa bienveillance, sa capacité à repérer un signal d'alarme et à tendre la main, constitue un maillon essentiel de cette chaîne humaniste de protection. J'en veux pour exemple, je suis aviateur encore quelques années chez Air France. Le personnel navigant est formé pour détecter justement ce genre d'emprise qu'on peut trouver dans les avions. Des personnes qui accompagnent des jeunes personnes qui émettent des signes de détresse. Et là, le personnel de l'aviation, Air France, l'aviation civile, sont formés également. Alors continuons à nous élever, à nous révolter ensemble pour qu'aucune personne ne demeure dans l'ombre et dans la servitude. Au nom de la ville de Nice, au nom du maire de Nice, Éric Ciotti, je vous souhaite une excellente soirée d'échange. Je resterai avec vous pour écouter le professeur. Merci, Monsieur Schreier, pour ces paroles de sagesse et ces importantes informations concernant l'implication de la ville sur la lutte contre la traite d'êtres humains. Nous avons la chance d'avoir parmi nous M. Boris Cyrulnik. Je pense que vous n'avez pas besoin de pouvoir avoir une présentation de cet homme extraordinaire. C'est une grande chance de pouvoir vous avoir. Vous aviez même prévu de venir, cher Boris, mais malheureusement, nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout de ce projet, mais vous nous faites le bonheur et l'honneur d'être parmi nous. Comment allez-vous déjà? Je suis tout neuf, je prépare les prochains Jeux Olympiques. Eh bien écoutez, nous en sommes tous ravis. C'est l'une des premières fois que vous prenez la parole sur la question de la traite des êtres humains. Et nous sommes réunis ce soir à Nice à l'occasion de cette journée mondiale. La Méditerranée, qui devrait être un espace de dialogue entre les peuples, c'est aussi devenu une des routes de l'exploitation des trafics humains. À la lumière de votre travail sur le traumatisme et la résilience, cher Maurice, comment comprenez-vous cette violence qui réduit l'être humain à une marchandise? Qu'est-ce que cela révèle de notre époque et de notre responsabilité collective? Eh bien, ça pose le problème de toutes les époques, parce que la violence a été civilisatrice. C'est-à-dire que toutes les frontières sont le résultat de guerres et de violences. S'il y a une cartographie des religions, c'est parce qu'il y a eu des guerres de religion. Si on parle français en France, c'est parce que la République a combattu la langue bretonne, la langue basque et les patois. Et la violence est civilisatrice quand la société est désorganisée. Donc on a une solution. Quand la société est organisée, la violence n'est que destruction. Destruction des hommes,
des femmes, des enfants et de la nature, comme on le voit depuis quelques décennies. C'est-à-dire que, ou bien on se laisse faire, et dans ce cas-là, la violence redeviendra civilisatrice, comme on le voit apparaître au Moyen-Orient, dans d'autres pays et même en Europe, ou bien on décide de vivre ensemble autrement, et on a des solutions. Il suffit donc de rencontrer les gens et de se décentrer de soi pour chercher à comprendre l'autre et ses intérêts. Et là, on a une possibilité de nouvelles civilisations. Se décentrer, c'est ce qui est le plus difficile. On le voit aussi vis-à-vis de tous ces pays avec différents replis. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans votre dernier ouvrage, Le saccage du petit bonheur, vous montrez que les traumatismes ne détruisent pas seulement les grandes joies, mais aussi la capacité d'éprouver les petits bonheurs au quotidien. Comme si, en fait, cette violence, eh bien, elle nous empêchait vraiment de pouvoir apprécier le moment présent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on entend aussi dans les témoignages des victimes de la traite des êtres humains. Ils vivent précisément cette dépossession de soi. Comment est-ce que vous expliquez ce saccage invisible et pourquoi ces blessures psychiques demeurent-elles si difficiles à voir et à reconnaître par notre société? Yaguila, vous avez apporté la réponse. C'est parce qu'il y a des traumatismes spectaculaires, ceux dont on parle, la guerre, le tremblement de terre, l'agression sexuelle, et il y a des traumatismes insidieux qui sont bien plus délirants parce qu'on ne s'en méfie pas. On les laisse se développer et ce sont des petites déchirures quotidiennes, répétées, insidieuses, qui finissent par user non seulement l'âme, mais le cerveau. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, parce que maintenant la neuroimagerie, une photographie d'ose montre comment un enfant affectivement isolé atrophie les deux lobes préfrontaux, le socle neurologique de l'anticipation, atrophie les deux circuits limbiques de la mémoire, le socle neurologique de limbique, de la mémoire et des émotions, et hypertrophie le socle lamidal rhinencéphalique, le socle neurologique des violences, des pulsions sexuelles, émotionnelles, impossibles à contrôler. Donc l'idée qu'on peut ressortir de cette neuroimagerie, c'est que le cerveau est sculpté par le milieu, mais qu'on peut agir sur le milieu qui sculpte le cerveau. Si on sécurise l'enfant, si on organise une famille et une éducation qui sécurise les enfants, toutes les zones cérébrales vont être correctement stimulées et l'enfant va tout à fait bien se développer. Mais si on altère le milieu, on va altérer la zone cérébrale correspondante, et ça, bien sûr, on le verra pas dans la vie quotidienne, mais on le verra en neuroimagerie. Par exemple, la carence affective est la pire agression neurologique. Mais une insulte, un mépris, qu'on ne voit pas, qu'on laisse passer, provoque une modification de la sécrétion des neurohormones qui altèrent le cerveau encore plus sûrement qu'une agression violente, mais celle-là, comme vous l'avez dit là, cette agression-là, ce traumatisme insidieux, il est beaucoup plus difficile à voir et il ne peut se repérer que dans les petites interactions de la vie quotidienne, la civilité qui est en train de s'user actuellement et qui participe beaucoup dans l'augmentation de l'angoisse dans les cultures occidentales. Donc on peut imaginer le traumatisme qui est grand, bien sûr, au niveau de personnes qui ont subi la traite d'êtres humains. Comment est vécue cette notion d'indifférence? Parce qu'on parle justement de maltraitance, mais si on se rappelle cette phrase que j'ai citée en introduction d'Elie Wiesel, bien sûr, on va dire la pire chose, hein, le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et on entend aussi certaines victimes de la traite des êtres humains qui ont non seulement connu les traumatismes dont vous parlez, mais aussi l'abandon, le silence et l'indifférence, en fait, quand ils vont demander de l'aide avant de trouver l'association qui va pouvoir les prendre en charge. Donc à la lumière de votre œuvre sur la résilience, comment une personne peut-elle retrouver confiance dans les autres après une
une telle épreuve et en quoi la qualité de la rencontre humaine est-elle la première étape vers la renaissance? Eh bien, qu'il a votre maître Elie Wiesel, que vous avez côtoyé beaucoup plus que moi, mais que j'ai eu le bonheur de rencontrer et avec qui j'ai un peu correspondu, a bien posé le problème. C'est-à-dire que ce qu'il appelle indifférence, c'est le repli sur soi excessif. C'est-à-dire je laisse tomber l'autre souffre, ça ne me concerne pas. Je ne m'en occuperai pas parce que ma priorité, c'est mon petit bonheur immédiat. L'autre, il peut mourir, il peut souffrir, ça n'est pas mon problème. Alors ce que dit Elie Wiesel, c'est exactement ça, c'est-à-dire que si on laisse souffrir les autres, on plongera avec eux, on souffrira avec eux. Dans un premier temps, l'indifférence est protectrice, c'est-à-dire que dans un premier temps, le déni est protecteur. Je m'arrange pour ne pas voir que les autres souffrent. Je m'arrange pour ne pas voir qu'il y a une traite des humains insupportable. Il y a aussi une traite de la nature. Il y a une traite de tout ce qui est vivant, parce que notre société est organisée sur une compétition d'argent. Donc la traite, c'est l'adaptation. Or, il y a une traite de tout ce qui est vivant. Dans un premier temps, le déni. Allez, c'est pas grave, on s'intéresse à autre chose, ça passera, c'est pas si grave que ça. Eh bien, le déni, qui est une protection, empêche de trouver des solutions. On peut trouver des solutions, mais pour ça, il faut ouvrir les yeux et il faut affronter le réel. Or, le réel, c'est la dégradation et c'est de tout ce qui est vivant. La dégradation écosystémique, et il faut abandonner le raisonnement des explications par une seule cause. C'est une convergence de causes qui provoque un effet bénéfique ou maléfique. C'est-à-dire que cette phrase qui est actuellement recommandée par toutes les instances de recherche, le CNRS, l'INSERM, l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, ces raisonnements écosystémiques impliquent de travailler en équipe. Seul, on ne peut pas tout savoir. Seul, on ne peut pas tout faire. Mais en équipe, on peut accumuler les savoirs et les actions, et là, on peut agir sur le réel social et écologique, sur le réel qui agit sur nous. Donc là, il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Ah, justement, vous anticipez ma prochaine question sur les tuteurs de la résilience face à ce problème d'empathie que nous avons dans nos sociétés. Vous qui avez montré comment on se reconstruit, vous dites bien qu'on ne se reconstruit jamais seul, puisque la résilience est une œuvre collective. Comment une ville comme Nice, ses institutions, ses associations, et aussi chacun d'entre nous ici, peut-on devenir des tuteurs de résilience qui permettent aux survivants, aux survivantes de retrouver confiance, dignité et liberté? Eh bien, il y a quelques jours, à Nice, a été inaugurée la première chaire de psychotraumatisme en France par le professeur Florence Askenazi. Et le maire, monsieur le maire Éric Ciotti, a participé aussi à la Maison des 1000 premiers jours, près de Lamballe. Parce que Nice sait malheureusement de quoi ça parle. Cette organisation-là va servir de modèle et probablement d'autres chaires de psychotraumatisme vont être créées en France, qui va être divisée en géographie, en territoire, avec des responsables d'équipes, pas seulement de biologistes, pas seulement des pompiers, mais des chauffeurs de bus, mais des éducateurs, mais des artistes, on en parlera tout à l'heure, et tous ces gens en équipe pourront organiser un milieu qui va soutenir la personne, l'enfant, la femme ou l'homme ou la personne âgée traumatisée. Parce que la pire agression neurologique, c'est la solitude. La solitude, elle cesse de stimuler le cerveau, et un cerveau sain, non stimulé, s'atrophie et dysfonctionne. Et pourtant, le cerveau est sain. On sait ce qu'il faut faire, et effectivement, quand on s'entraîne à raisonner
en termes d'environnement écosystémique et dynamique, un processus. À ce moment-là, on peut associer les gens, et pour ça il faut qu'il y ait un QG, il faut qu'il y ait un organe directeur pour centraliser les interventions. C'est ce qui a été créé à la faculté de médecine de Nice il y a quelques jours, et c'est ce qui a été créé aussi avec la maison des 1000 premiers jours à Nice, et c'est ce qui commence, il y a 43 maisons des 1000 premiers jours, où des gens diplômés ou pas diplômés, peu importe, c'est pas le diplôme qui compte, c'est l'interaction, la main tendue, le mot tendu. Et à ce moment-là, on voit que la résilience, c'est jamais du 100%. En sciences humaines, le 100% n'existe pas. Mais c'est du beaucoup pourcent, et plus le milieu est organisé, plus les tuteurs de résilience vont être efficaces. Et comme on l'a vu à Paris, et comme on le voit dans d'autres tragédies humaines, quand on organise bien le milieu, il y a un nombre élevé de processus de résilience, c'est-à-dire un nouveau développement après le traumatisme. La dernière fois que j'avais eu la chance de vous rencontrer, c'était dans le cadre du Forum international Féminavox que j'initie chaque année. Et puisque j'ai pu rencontrer des femmes qui ont survécu aux violences, aux conflits, à l'exploitation ou à la traite des êtres humains, vous dites souvent que la résilience permet de reprendre le cours de son développement. Selon vous, à quel moment une femme cesse-t-elle d'être seulement une survivante de la traite des êtres humains, si on prend le cas des femmes, pour redevenir pleinement actrice de sa vie? Et que devons-nous changer collectivement pour que cette reconquête de la dignité devienne une véritable émancipation? Mais oui, c'est ça. Depuis l'aube de l'humanité, les femmes sont agressées sexuellement. Les hommes sont agressés physiquement. J'ai connu l'époque, quand j'étais enfant, où le stéréotype disait il faut dresser un garçon, sinon il va devenir une bête sauvage. Les pères en Europe, pendant très longtemps, étaient des pères fouettards. Et puis les femmes, il faut les entraver, parce que sinon, elles vont toutes se prostituer. Et c'est avec ces doubles principes éducatifs que notre éducation a fonctionné pendant des siècles. Donc c'est plus acceptable aujourd'hui, parce qu'on constate aujourd'hui que ce qui stimule un enfant, c'est la sécurité affective. Ce qui permet à une femme humiliée ou agressée de reprendre un autre développement, c'est un soutien, une main tendue, une parole tendue, et c'est un soutien qui la sécurise. À ce moment-là, le travail n'est pas fait, mais étant sécurisée, elle n'est pas seule, elle peut commencer un travail de reconstruction. Et ça a été évalué, parce que malheureusement, les traumatismes ne manquent pas sur la planète, et c'était même la règle depuis que l'histoire des êtres humains existe, c'est une construction, une incessante fracas. Ce sont des traumatismes incessants, les épidémies, les famines, et surtout les guerres qui faisaient les frontières. Donc les fracas sont incessants. On a quand même réussi à survivre, mais quand un être humain, quand un groupe social est fracassé et abandonné, je souligne abandonné, le traumatisme transmet quelque chose, une souffrance, à travers les générations. Dans les guerres actuelles qu'on voit réapparaître, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie et ailleurs, dans les guerres qu'on voit en Amérique du Sud, quand on voit réapparaître actuellement les guerres, on sait que la guerre est une fabrique de psychopathes. Les hommes, si on les laisse seuls, vont valoriser la violence, la brutalité des hommes à travers les générations. On sait très bien, au contraire, que si on change la sécurisation, si on donne la parole, et ça, là j'attends avec impatience votre future question sur l'art, mais déjà on peut un peu en parler maintenant, dès l'instant où on crée des lieux de parole, on crée des lieux de rencontre, comme je le proposais tout à l'heure, ça ne sera pas du 100%, mais ça sera du beaucoup pour cent. Alors que si on ne fait rien, alors là on est sûr qu'il n'y aura pas de résilience.
Effectivement, voici ma question sur le rôle de l'art, puisque j'ai été nommée artiste de l'UNESCO pour la paix, et c'est vrai que par le théâtre, par la dramathérapie, j'essaye de pouvoir intervenir dans des cadres, notamment de femmes victimes de syndrome post-traumatique, et vous qui avez tant travaillé sur les mécanismes de la mémoire, des émotions, comment expliquez-vous que le théâtre, la musique, la danse ou les arts visuels puissent parfois atteindre des blessures que les mots ne suffisent plus à réparer? Est-ce que l'art peut devenir, selon vous, un véritable acteur de résilience? Eh bien, le théâtre grec va vous répondre. C'est-à-dire que le théâtre grec avait pour fonction de poser les problèmes de la cité. Et les problèmes de la cité, dans la Grèce ancienne, c'était déjà les étrangers et les agressions sexuelles, l'inceste notamment. Parce que si on ne combat pas l'inceste, la société est désorganisée. Et même l'inceste est probablement le marqueur le plus fiable de la désorganisation sociale. Or, actuellement en France, il y a l'Ipsos, l'INED, ont évalué le chiffre effarant, stupéfiant, de 3% de la population qui a connu l'inceste. C'est un signe fiable de désorganisation sociale. Alors, le théâtre grec posait déjà ce problème, et puis l'autre problème, c'était les étrangers. Mais les Grecs avaient trouvé une solution très claire. Dès qu'un étranger parle grec, il n'est plus étranger. C'est un peu ce qu'on dit maintenant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il apprenne la langue, qu'il respecte la loi, et qu'il respecte les rituels d'interaction de la vie quotidienne. Et ça, c'est l'éducation. Ça se fait par la rencontre, ça se fait par le théâtre. Parce que l'avantage du théâtre, c'est que les comédiens sont nos porte-paroles. Ils peuvent mettre en scène, jouer sur la scène, les problèmes que nous, on n'ose pas, on ne sait pas formuler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de son inceste, c'est très difficile. Déjà, quand une femme est agressée sexuellement, elle a beaucoup de mal à en parler, mais c'est vrai pour les hommes aussi. J'ai connu 2 guerres. J'affirme qu'après la guerre, il est très difficile d'en parler. À peine, on peut dire oui, il y avait une guerre, mais on ne parle pas de l'horreur du détail de la guerre quotidienne. Le théâtre peut le faire. Le comédien peut dire ce que je ne sais pas dire. Le comédien et le metteur en scène peuvent mettre en scène ce que je ne sais pas formuler. Et après, dans la Grèce ancienne, on fermait les portes et les citoyens étaient contraints, obligés de discuter ce que les comédiens avaient joué sur la scène. Les enfants font exactement la même chose avec leurs dessins. Ils mettent en dessin le drame qu'ils ont subi. Quand j'ai travaillé au Kosovo avec Bernard Kouchner, il y avait des génocides, on peut employer le mot, parce que les gens étaient tués parce qu'ils étaient sur terre. Et une petite fille avait été prise dans un incendie dans sa maison où tout le monde avait brûlé, sauf elle, parce qu'elle avait été protégée par les cadavres. Et cette petite fille était terrorisée. On ne pouvait pas lui parler, on ne pouvait pas la regarder, elle se cachait les mains. Et c'est un artiste, c'était le photographe qui nous accompagnait, qui avait, vous savez, les bonnets en laine, avec un oiseau en laine qui, quand il bougeait la tête, lui picorait la tête. C'était une œuvre d'art magnifique, ça. Donc la petite fille, en voyant ce chapeau, s'est mise à sourire, et c'est le photographe qui s'est transformé en tuteur de résilience. C'est lui, elle a accepté de parler avec lui. C'est lui qui a pu l'emmener dans une ONG qui s'est très bien occupée de la petite fille. Et là, c'est le dessin qui lui a permis de s'exprimer, parce qu'elle ne savait pas le dire avec des mots. Comment dire avec des mots? J'étais caché par le corps de ma famille, de ma mère et de mon père, qui ont brûlé devant moi. Comment voulez-vous qu'une petite fille dise des horreurs pareilles? En revanche, entourée d'autres enfants, elle a pu le dessiner. Elle a pu dessiner un corps noir coupé. Elle a pu dessiner le sang rouge. Et là, 3 semaines après, on a pu mettre des mots sur les dessins qu'elle avait faits. Or, c'est exactement ce qui s'est passé dans beaucoup de cultures. La culture espagnole avait inventé les disputations.
où on devait jouer, mettre en scène les problèmes de la cité. La plus célèbre, c'est la disputation de Valladolid, qui a été jouée au théâtre à Avignon, par mon ami Jean-Claude Carrière, qui a été très longue et passionnante. Et après la disputation de Valladolid, les gens ont discuté, ont voté, et les Indiens ont obtenu une arme dont étaient des êtres humains. Comme les Indiens étaient des êtres humains, on ne pouvait plus les tuer, c'était un crime. Avant, les Indiens n'étaient pas des êtres humains. Donc tuer quelqu'un, tuer un être biologique qui n'est pas un être humain, ce n'est pas un crime. Dès l'instant où on leur donnait leur dignité, une âme qui leur permettait d'avoir des émotions et de s'exprimer, les tuer ou les faire la traite des Indiens, on les attelait, on les chassait. Dès l'instant où, après la disputation de Valladolid, ça devenait un crime. Merci, merci beaucoup Maurice Cyrulnik. Vous avez eu aussi la gentillesse de découvrir le film Woman on Rope. Alors sans dévoiler ce que le public va découvrir tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez ressenti devant cette femme qui gravit une corde comme on gravit le chemin de la liberté? Est-ce que selon vous, le langage du corps, le silence et la puissance des images peuvent parfois transmettre l'expérience de la résilience avec une force que les mots n'atteignent pas, surtout dans le cadre de la traite d'êtres humains? Eh bien, moi j'ai interprété votre petit film autrement, c'est que je vous ai vu sortir de l'utérus. On est tous nés d'une femme, et il y avait une corde, ce que nous on appelle un cordon ombilical, et vous l'avez grimpé avec une habileté que j'ai admirée. Tout à l'heure je disais que j'étais bon pour les Jeux Olympiques, mais alors vous êtes vraiment très prête pour les Jeux Olympiques. Et j'ai admiré votre art de grimper à la corde, et c'est comme ça que j'ai interprété ce petit film, parce que les images ont un pouvoir de conviction. Et après, on peut parler des images. Mais d'abord, les enfants, quand ils arrivent au monde, pendant 2 ou 3 ans, n'ont pas accès à la parole. Et pourtant, ils comprennent énormément de choses avec les images. Si on leur sourit, ils répondent par un sourire, et inversement d'ailleurs aussi. Un bébé qui nous sourit, c'est très difficile de ne pas le répondre par un sourire. Un bébé qui tend les bras ou un bébé qui babille, c'est très difficile de ne pas babiller à notre tour. C'est ce que j'ai délicatement appelé la tour de Babyle. C'est-à-dire qu'il y a une interaction pré-verbale qui fait que déjà on communique très bien grâce aux images. Les images sont déjà sémantisées, les images veulent déjà dire quelque chose bien avant la parole. Voilà ce que m'a inspiré votre prouesse olympique. Merci, merci de tout cœur Maurice Cyrulnik d'avoir été parmi nous pour cette journée pour la lutte contre la traite des êtres humains. Votre présence vraiment a été plus que nécessaire. Merci de vous être exprimé sur ce sujet. Je pense qu'on peut l'applaudir. Cette journée ne serait pas complète si on n'avait pas la chance de pouvoir entendre des témoignages de victimes, entendre encore et toujours le terrain. Je vais demander à Madame Ramos, présidente de l'association Racines du Cap Vert depuis 2011, ainsi que Sosie de Brito, qui est aujourd'hui dans l'hôtel, de me rejoindre sur scène. Juste avant, je vous propose de regarder ce court extrait pour nous rappeler de cette journée internationale.
facile, ni pour ceux qui écoutent et sûrement pas pour celles qui témoignent. On l'a vu dans l'extrait que vous venez de voir. Il ne s'agit pas de uniquement stigmatiser des conflits de genre. On l'a très bien souligné. Des femmes, des hommes, des enfants aujourd'hui sont victimes de la traite des êtres humains. Et certaines personnes se dressent, sont des tuteurs de résilience, comme le dit Boris Cyrulnik. On a entendu tout à l'heure avec le très beau travail de Zineb. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le très beau travail de Madame Ramos, qui est présidente de l'association Racines du Cap-Vert depuis 2011, qui travaille également à l'association Page. Madame Ramos, est-ce que vous ferez le plaisir de vous présenter, de nous dire un petit peu quel est le travail que vous menez aujourd'hui vis-à-vis des victimes de la traite des êtres humains? Bonsoir à tous et toutes. Excusez-moi, je suis un peu nerveuse. J'ai passé derrière le professeur, je pense que c'est plus facile. Alors, moi, je m'appelle Maria Ramos. Je suis présidente de l'association Racines du Cap-Vert à Nice depuis plusieurs années. Et sur le plan professionnel, je suis médiatrice sociale et responsable du service médiation et prévention scolaire, association Page. Alors, pour faire un petit peu cette présentation, excusez-moi, j'ai dû prendre note parce que le sujet n'est pas facile. Alors, soyez indulgents avec moi un petit peu. Alors, à travers mon engagement associatif depuis plusieurs années, j'ai rencontré certaines personnes, surtout essentiellement des personnes par leur parcours migratoire lusophones, qui viennent des pays lusophones, qui arrivent à Nice et que par la méconnaissance administrative, méconnaissance de leurs droits, et au-delà de ça, par la barrière linguistique, se trouvent des fois isolés et exploités, pas par, on va dire, la traite humaine comme nous on le connaît, mais par l'exploitation, par le travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent. Et notre association, elle est centrée, ses actions sur l'intégration positive par l'apprentissage de la langue française, aussi par l'accompagnement et l'orientation des personnes, mais par l'écoute et le dialogue. Et quand les personnes, je rencontre ces personnes qui viennent me raconter leurs problématiques, ce que j'ai fait, c'est les orienter vers les structures plus adaptées. Et pour vous dire, quand j'ai vu, depuis tout à l'heure qu'on parle de ce sujet, je me suis dit, est-ce que je n'ai pas été concernée par cette problématique? Parce que moi aussi, je suis arrivée à Nice, j'avais toujours 16 ans, seule, sans famille, isolée. J'ai travaillé sur certains secteurs où il y avait les insultes, il y avait plein mal de choses. Et là, je me dis, waouh, je pense que je suis passée par là. Oui, c'est ce que dit Boris Cyrulnik par rapport à son rapport à la violence et surtout cette capacité traumatique en fait, que l'on a vis-à-vis des victimes qui quelquefois même fait oublier certains moments de la vie pour essayer de se concentrer sur la survie. Ce que vous disiez par rapport au fait de pouvoir intégrer des nouveaux venus en leur apprenant la langue, là aussi on a un très beau lien avec ce que disait Boris Cyrulnik tout à l'heure, avec cette nécessité de comprendre les us et coutumes, mais aussi de lui faire répéter un peu par théâtre certaines compréhensions fines de la société française. Je me tourne vers vous, Sophie de Bonneau. Merci d'accepter de témoigner. Vous travaillez aujourd'hui dans le domaine de l'hôtellerie. Et justement, j'aurais voulu vous demander de vous présenter et me dire à quel moment vous avez réalisé que vous étiez victime de la traite d'êtres humains. Bonsoir à tous. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être là et d'avoir rencontré le professeur de tous les intervenants. Je m'appelle Sophie
famille, d'avoir une maison, d'avoir une structure et pas forcément retourner chez nos parents. Donc j'ai commencé un travail là où on m'a fait des promesses de 8 heures de travail, payé à 50 € le jour. Mais ces 8 heures qui commençaient, par exemple, commençaient à 10 heures du matin et parfois finissaient à 4 heures du matin. Et c'est payé toujours à 50. Et le lendemain, à 10 heures, on commence à travailler jusqu'à 4 heures du matin, les portes fermées parce que, comme c'était interdit, déjà laissé ouvert toutes ces heures. Donc dans ce genre de travail, là où tout le monde ferme les yeux, on t'est tapé aux fesses, t'es tapé au sein et tu supportes parce que tu as des besoins financiers très fameux. Dans mon deuxième travail, quand j'ai pu sortir de là, j'ai travaillé avec une famille d'autistes. Au début, en proposition de contrat, avec des fiches de paye, des bulletins de paye qui étaient fausses. Donc des modules, des remplis à la main. Et donc, moi, une personne, parce que je ne peux pas dire non plus que je ne connaissais pas les droits, parce que j'ai fait des études, donc je les connaissais. Mais quelque part, on ferme les yeux parce qu'on a besoin aussi de se revenir. Donc, une fiche de paie que j'ai découvert postérieurement, qui n'était pas. J'étais pas inscrit là où je devais être, c'était juste que les formulaires tout prêts, tout fait. Au bout de 2 mois, 3 mois, j'ai su qu'avec cette personne, j'étais engagée pour, pas pour prendre soin de lui. C'était un garçon de 24-25 ans, mais avec son autisme, c'est considéré plus ou moins 9-10 ans. Et ses parents m'ont, de façon subtile, ils avaient besoin de quelqu'un pour travailler avec leur fils, mais postérieurement, pourquoi ça pas s'engager dans d'autres domaines où ils me payeraient bien pour rester avec leurs enfants, avoir une maison parce qu'ils avaient d'autres maisons, donc je pourrais vivre dans la maison avec ces jeunes hommes, avoir des relations bien sûr et être payé pour ça, ramener ma fille, donc faire comme un mariage, un engagement. Dans le cas par exemple où ils ne seront pas là un jour, où ils ne sont pas en mesure de prendre soin des enfants. Donc on reste sans j'ai jamais accepté. Il y a des petits menaces, ça reste des menaces ou des chantages. Il va falloir penser à ça peut-être parce qu'un jour il faut penser à vos papiers, il faut penser à être légalisé. Donc je vous conseille vraiment de penser à ça, donc des petits mots comme ça. Qu'à la fin, moi j'ai utilisé aussi le fait que ces papiers n'étaient pas, c'est que le contrat qu'il m'a fait, donc c'était pas bon. J'ai profité de ça aussi, j'ai dit bon, je sors quand même de n'importe où, je sors parce que je sais aussi que de votre côté, vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour que je travaille ici. Donc j'ai fini pour sortir de là. Bravo, je pense qu'on peut vous applaudir. Ces questions-là de déclic, quand on parle de résilience, qu'est-ce que vous avez vu comme déclic où tout d'un coup les personnes réalisent en fait ce qu'elles sont en train de vivre? Comment vous les aidez à avoir ces moments, la prise de conscience? Pour moi, le déclic, c'est la confiance, c'est l'écoute, c'est quand la personne sent qu'elle est vraiment écoutée et qu'on est attentif à elle sans la juger. C'est ça le déclic, c'est ça qui commence. Après, il y a des petites étapes, petit à petit, vraiment connaître ses droits, savoir que tout ce que les gens puissent lui dire ou menacer, c'est pas ça, et qu'il y a des associations adaptées pour leur venir en aide. Par exemple, en ce moment, j'accompagne une personne qui est en train qui a eu ces déclics. Grâce au cours qu'on donne, où elle, à un moment donné, elle m'a appelé, elle m'a dit « j'ai besoin de toi ». Il y a ça qui se passe dans ma vie, au niveau professionnel, émotionnel et familial.
qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je peux faire. Elle m'a même demandé, est-ce que je peux déposer une plainte, sachant que je suis en situation irrégulière. J'ai dit oui, tu as le droit. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Ça veut dire qu'elle a été écoutée, elle a été soutenue, accompagnée pour reprendre confiance en elle. Et vous-même, est-ce que c'est ce qui s'est passé pour vous? Vous avez été accompagné avant ce déclic? Ou alors comment vous avez réussi en fait à retourner la situation en arrivant à sortir en fait de ce cycle vicieux en prenant les mêmes armes que celles qui vous étaient, à savoir la menace? Moi, je ne suis pas quelqu'un que, malgré le fait que je viens du journalisme, oui, de la communication sociale, je ne suis pas quelqu'un qui va exposer mes problèmes directement ou chercher de l'aide. C'est très mauvais. Et donc, j'ai jamais cherché de l'aide dans quoi que ce soit. Il s'est passé tellement de choses, mais j'ai jamais cherché cette aide. Par contre, je suis quelqu'un qui... je fais aussi du travail associatif à côté de Madame Ramos, je suis la secrétaire de l'association. Donc, moi, le fait d'écouter les autres et pouvoir venir en aide, parfois sans forcément exposer ma vie, mais si besoin, je n'ai pas peur de le faire et de montrer qu'on peut faire autre chose. Pendant un bon moment, je faisais mes 3 heures de sommeil par la nuit et je sortais la nuit, je faisais du sport. C'était quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Et donc j'ai trouvé une forme qui est très erronée. C'est pas la chose à faire parce que, en gros, on le cache, on vit là le jour parce qu'on est occupé, on fait plein de choses. On a besoin d'être occupé, on a besoin de bouger aussi parce qu'il faut finir au besoin et on a des responsabilités. Mais la nuit, ça travaille parce que la nuit, c'est là où tu as le moment où tu es pas forcément accompagné, où tu n'as pas fait ce qu'il fallait parler. Donc la nuit, c'est là où ça travaille, que tu perds ton sommeil et que ça laisse aussi des séquelles, comme il a parlé. Les gens, je pense, dans mon cas, moi, on a cette protection qu'on nous fait dans le sens où, par exemple, on n'est pas des gens, je ne suis pas la personne qui va faire de grosses dépenses ou investir sur quelque chose parce que j'ai un peu peur d'investir sur quelque chose et être un jour dans le besoin et devoir retourner ou être dans des situations de fragilité. Merci. Une dernière question pour vous, Madame Ramos. Qu'est-ce que vous pouvez dire au public qui est venu ce soir pour cette journée mondiale pour la lutte contre la traite d'êtres humains? Comment est-ce que vous peut être utile? On a parlé, M. Jumaya a parlé justement de ces équipes qui sont formées chez Air France pour essayer de comprendre les différents signes qui sont des appels de détresse. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme outil pour nous, simples civils, essayer aussi de faire preuve d'aide, d'accompagnement ou de détection face à des personnes victimes? Moi, je dis la première étape, c'est vraiment être attentif. Être attentif tout le temps. Être attentif et chacun, on peut agir. Chacun à son niveau. Moi, par exemple, je suis dans un milieu professionnel social, je suis attentif à mes collègues de travail, je suis attentif à mon entourage. Et même quand je suis incognito sur certains événements, je suis attentif. Et les personnes, j'écoute les personnes, ce qu'ils disent, parce que c'est mon métier. Je suis très attentif aussi à mes amis quand ils me parlent. Oui, mais je travaille, ça fait plusieurs jours que je travaille, je n'ai pas de repos, c'est ci, c'est ça. Et je me dis, mais là, il y a un problème, fais attention. Tu sais que tu as des droits. Et moi, je pense que cette lutte contre les traites des êtres humains, c'est une lutte, c'est collectif, c'est de nous tous. Chacun d'entre nous, on doit agir. Et c'est la prévention, c'est informer, c'est orienter les personnes, c'est vraiment les accompagner, les soutenir. C'est ça. Merci beaucoup. On terminera par peut-être un message que vous voudriez nous donner. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ce public venu aujourd'hui pour cette journée pour la lutte contre les êtres humains? Qu'est-ce que vous voudriez nous partager? Le message est simple. Il faut trouver déjà une façon de sortir quand on aperçoit le danger déjà.
Parfois, c'est difficile de percevoir déjà le danger. Chacun va réagir de sa façon aussi. Mais il faut trouver, moi je pense que c'est très important de trouver de façon déjà de rebondir. La résilience, c'est rebondir. Donc rebondir, trouver quelque chose que nous donne déjà le courage et l'envie de changer les choses. Moi je dis toujours, je ne suis jamais une victime. Je refuse d'être une victime déjà de quoi que ce soit. Après tout ce qui s'est passé, j'ai pu retourner faire une formation. Aujourd'hui, je suis manager. Avec mon équipe, j'essaie de protéger déjà parce que je travaille. J'ai des hommes dans l'équipe, mais j'ai aussi des femmes. Qu'aujourd'hui, par exemple, pour moi qui travaille dans l'hôtellerie, c'est une chose que je refuse que les femmes font, sauf vraiment dans les cas où c'est à faire. Je suis contre, par exemple, qu'une femme soit dans une chambre en train de nettoyer quand il y a des clients à l'intérieur. Il peut arriver plein de choses. Malheureusement, ça arrive encore. Elles sont photographiées, elles sont touchées et parfois elles ne sont pas protégées parce qu'on donne toujours raison à un client ou quelqu'un qui paye. Donc c'est quelque chose que je tiens à cœur parce que je sais qu'il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas forcément, on ne trouve pas l'aide là où on devrait trouver. Et donc, à ces gens, à ces femmes, à ces hommes, à ces enfants, je conseille toujours, il faut parler si on arrive à parler. Et si on n'arrive pas à parler, il faut trouver une façon de faire sortir. Parce que plus on garde, plus on souffre et on garde des séquelles qui sont en vie. Merci. Nous arrivons à la fin de cette journée. Je vais vous proposer de pouvoir bien découvrir ce projet Women on Rope, qui est un court-métrage réalisé par Aurélia Kazan. C'est un court-métrage sur lequel j'ai pu réfléchir pendant 2 ans. Il y a 2 ans, après une dizaine d'années d'activisme sur la question des droits des femmes, j'ai essayé de pouvoir me donner un challenge. Il s'agissait d'essayer de pouvoir monter à la corde. Depuis que je suis petite, on se moque de moi parce que je n'y arrive pas. Et après avoir eu la chance d'être maman de 2 enfants, je me suis dit, eh bien, on va voir si mon corps me permet de pouvoir monter à la corde. Et j'ai rencontré une femme merveilleuse qui s'appelle Florence, qui m'a permis de pouvoir réaliser ce rêve. Elle m'a reçue dans ce grand gymnase. Et voilà, après m'avoir torturée pendant 2 heures avec des assouplissements, un travail d'endurance, eh bien, elle m'a dit, donc, si vous êtes sérieuse et si vous mettez un entraînement régulier, 1 fois par semaine, vous arriverez à monter à la corde. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et au bout de 6 mois, j'arrivais à grimper à peu près 7 à 10 mètres. Et lorsque je suis montée à la corde, je me suis dit en fait que cela illustre très bien cette notion de nécessité d'aller vers quelque chose de plus grand, aller vers l'égalité, vers la justice, vers cette notion de dignité humaine. Et donc j'ai pensé à cette femme qui, comme le dit si bien Maurice Cyrulnik, qui est de toute façon déjà encordée à sa mère, puisqu'elle a le cordon ombilical, comme cet homme. Et puis ensuite, cette femme va commencer à grimper une corde avec différentes étapes, des dates, des lieux qui vont être symboliques de l'avancée des droits des femmes, et puis malheureusement des reculs aussi, puisque vous allez la voir chuter. Vous allez voir cette très belle réalisation d'Aurélia Kazan. Le film a été produit par Ken Nat, que je remercie également pour sa générosité. Et je voudrais citer Catherine Guillaume, qui m'a énormément aidée aussi vous pouvez l'applaudir, elle est aussi forte. Qui m'a énormément aidée sur ce film. Merci Catherine de ta présence. On peut aussi applaudir Aurélia Kazan qui est présente ici, qui est C'est un très court métrage, il fait 18 minutes. Je vous laisse donc le découvrir. Voici Women on Rope.
tout au bout de cette corde. Quelqu'un, quelque part, a continué de croire à l'égalité. Aurélia Cazan, notre réalisatrice. Comme je le disais auparavant, cette journée dédiée à la lutte contre la traite d'êtres humains ne vient pas stigmatiser uniquement les femmes. En tant qu'artiste de l'UNESCO pour la paix et le droit des femmes est cher, puisque c'est vrai que je suis associée depuis plusieurs années. Nous avons les hommes, les femmes et les enfants qui sont aujourd'hui victimes de la traite des êtres humains. J'ai trouvé que ce film qui parle de cette condition féminine symbolise également ce que nous sommes tous en équilibre vis-à-vis de cette corde, pour faire advenir plus de justice, plus de dignité, une envie de bien commun que l'on sent ici. Et je pense que l'endroit du Cube était vraiment, ce centre universitaire méditerranéen, un endroit où il fallait présenter ce film. Donc je vous remercie à nouveau de tout mon cœur. Je tenais à remercier infiniment pour cette très belle soirée de sensibilisation. La ville de Nice sera honorée de vous accueillir de nouveau et nous calerons ensemble une date où il y a moins de 50 et plus de public dans la salle. Et avec les collègues élus, on tient à faire une photo ensemble avec vous, avec la réalisatrice, bien sûr avec les deux dames qui ont pris la parole également, Monsieur Kierkegaard, Madame Zénep Ficard, Monsieur Andrade et bien sûr les collègues élus, bien sûr. Bien sûr, avec Madame Zénep, bien entendu, et toutes les personnes qui ont fait le déplacement aussi sur Nice. Je pense à Lizzie, je pense à vous, monsieur, bien sûr. Joignez-vous à nous sur scène. Je pense à Hélène Loire qui a fait le déplacement pour Marseille. Je pense à toutes les personnes qui nous ont aidés aussi pour le film. Catherine Guillaume aussi, qui doit se joindre sur scène avec nous. Je voudrais, au nom de vous tous, et avec M. Dario Rouchmayer, adjoint au maire de Nice, de remettre un souvenir que nous avons préparé à Clara Jesus pour cet exceptionnel travail et pour la poursuite de votre mission avec toute notre solidarité. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous avons associé à ce souvenir un petit cœur. C'est un petit peu le cœur de tous ceux qui étaient là et qui n'étaient pas là, que nous voudrions vous remettre. Venez à mes côtés, Karine, également son épouse merveilleuse qui fait tant à ses côtés, je sais, pour cette association. N'hésitez pas à vous joindre à